Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Cette chaleur soudaine qui monte au visage, le cœur qui commence à battre un peu trop vite et ses mains qui tremblent légèrement. C'est ce moment précis où quelqu'un vous manque de respect au travail, où votre partenaire dit la phrase de trop, ou même quand un simple embouteillage vous met en retard pour un rendez-vous important. En une fraction de seconde, la logique disparaît. La raison s'éteint. Une autre force prend le volant de votre esprit. Vous dites alors des mots blessants que vous ne pensiez pas, vous envoyez ce message agressif que vous regrettez l'instant d'après, ou vous prenez une décision impulsive qui va vous coûter cher. Nous avons tous vécu cet instant de regret amer où l'on se dit « Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Ce regret, c'est le prix que nous payons pour ne pas savoir contrôler la tempête qui gronde en nous. Mais imaginez un instant si vous aviez un super pouvoir. Imaginez si, au milieu du chaos, au moment précis où tout le monde panique ou explose de colère, vous pouviez rester calme, imperturbable, solide comme un rocher. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une compétence, et la bonne nouvelle est qu'elle peut s'apprendre. Bienvenue dans ce voyage au cœur de votre propre esprit. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple liste d'astuces superficielles que l'on trouve partout sur Internet. Nous allons plonger dans une sagesse ancienne, vieille de plusieurs milliers d'années, utilisée par les empereurs romains, les samouraïs et les plus grands leaders de l'histoire pour rester lucides face à l'adversité. Nous allons parler de la philosophie stoïcienne, mais adaptée à notre monde moderne, rapide et stressant. La promesse de cette série est audacieuse, apprendre à maîtriser ses émotions en 1 minute. Vous vous dites peut-être que c'est impossible, que vos émotions sont trop fortes, trop imprévisibles, ou que c'est simplement votre caractère d'être impulsif. C'est une erreur commune. Penser que nos émotions sont notre identité est le piège le plus dangereux dans lequel nous tombons. En réalité, vous n'êtes pas votre colère, vous n'êtes pas votre tristesse, et vous n'êtes pas votre anxiété. Ces émotions sont des visiteurs qui frappent à votre porte, et jusqu'à aujourd'hui, vous les laissiez entrer sans même vérifier qui ils étaient. Pour comprendre comment reprendre le contrôle, nous devons d'abord comprendre pourquoi nous le perdons. L'être humain est une machine biologique fascinante mais ancienne. Notre cerveau est programmé pour la survie, pas pour le bonheur ou la sérénité. Lorsque vous ressentez une émotion forte, comme la peur ou la colère, c'est votre cerveau reptilien qui s'active. Il perçoit une menace et prépare votre corps au combat ou à la fuite. C'était très utile il y a 10 000 ans face à un tigre, mais c'est désastreux aujourd'hui face à un email désagréable de votre patron. Le problème, c'est que ce mécanisme de défense court-circuite votre intelligence. C'est pour cela que l'on dit souvent qu'on est aveuglé par la colère. Littéralement, votre capacité à réfléchir rationnellement est désactivée. Vous devenez une marionnette tirée par les fils de vos hormones. La plupart des gens passent leur vie entière dans cet état de réaction automatique. Ils sont esclaves des événements extérieurs. S'il pleut, ils sont tristes. Si on les critique, ils sont blessés. Si on les complimente, ils sont heureux. Ils donnent la télécommande de leur vie à n'importe qui passant par là. Mais il existe une autre voie. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, ont découvert un secret fondamental. Ils ont compris qu'il y a un espace, un tout petit espace, entre ce qui nous arrive et notre réaction. C'est dans cet espace que se trouve notre liberté. Tout se joue là. Le titre de cette série mentionne 1 minute, et c'est exactement le temps qu'il faut pour trouver cet espace et l'habiter. Contrôler ses émotions ne veut pas dire ne plus rien ressentir. Devenir un robot sans cœur n'est pas le but. Le but est de ressentir l'émotion, de la voir arriver, mais de ne pas la laisser dicter votre comportement. C'est la différence entre être emporté par une vague en pleine mer et surfer sur cette vague. L'eau est la même, la puissance est la même, mais le résultat est totalement différent. L'un se noie, l'autre utilise l'énergie de la vague pour avancer. C'est ce que nous allons apprendre à faire. Regardons la vérité en face. Nous vivons dans une société qui profite de votre manque de contrôle. Les réseaux sociaux, les publicités, les actualités en continu sont conçus pour déclencher chez vous des réactions émotionnelles immédiates. L'indignation, la peur, le désir, l'envie. On cherche à pirater votre cerveau pour capturer votre attention. Si vous ne savez pas maîtriser vos émotions, vous êtes une proie facile. Vous devenez un consommateur impulsif, un électeur manipulable, une personne constamment agitée. Apprendre la maîtrise de soi est donc un acte de rébellion. C'est décider que personne d'autre que vous n'a le droit de décider comment vous vous sentez. C'est reprendre le pouvoir sur votre propre royaume intérieur. Imaginez la puissance de quelqu'un qu'on ne peut pas offenser. Imaginez la force de quelqu'un qui reste calme quand tout s'effondre.
Cette personne inspire le respect, la confiance et l'autorité naturelle. C'est la personne que vous pouvez devenir. Cependant, il faut être honnête, ce chemin n'est pas facile au début. C'est comme apprendre à écrire de la main gauche ou apprendre une nouvelle langue. Votre cerveau va résister. Il voudra revenir à ses vieilles habitudes de crier, de pleurer ou de s'inquiéter, car c'est ce qu'il connaît. C'est confortable, d'une certaine manière, de se laisser aller à l'émotion. Il y a une certaine satisfaction perverse à exploser de colère ou à s'apitoyer sur son sort. Mais cette satisfaction est de courte durée et laisse toujours un goût amer. La discipline émotionnelle demande un effort conscient. C'est un muscle qui doit être exercé chaque jour. Au début, vous échouerez souvent. Vous vous mettrez en colère et vous ne vous en rendrez compte qu'après. C'est normal. Ne vous jugez pas. L'important est de commencer à observer le processus. La prise de conscience est la première étape de la guérison. Tant que vous agissez en pilote automatique, aucun changement n'est possible. Dans les parties suivantes de ce documentaire, nous allons décortiquer la méthode exacte pour intervenir dans cette minute critique. Nous allons voir comment désamorcer la bombe émotionnelle avant qu'elle n'explose. Mais pour l'instant, je veux que vous compreniez l'enjeu. Votre qualité de vie dépend directement de la qualité de vos émotions. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, la plus belle maison et la meilleure santé physique. Si votre esprit est constamment tourmenté par la colère, la jalousie ou l'angoisse, vous vivez en enfer. À l'inverse, on peut tout perdre, se retrouver en prison malade, et pourtant garder une paix intérieure inébranlable si l'on maîtrise son esprit. C'est la leçon ultime des grands philosophes. Le bonheur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de la manière dont vous percevez le monde. Et cette perception, vous avez le pouvoir de la changer minute après minute. Nous allons entamer une transformation. Oubliez la personne réactive que vous étiez hier. Aujourd'hui, nous posons la première pierre de votre forteresse intérieure. Vous allez apprendre à devenir l'observateur de vos propres tempêtes. Vous allez apprendre que vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes celui qui écoute les pensées. Cette simple distinction change tout. Elle crée la distance nécessaire pour ne plus être victime de soi-même. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va changer la façon dont vous interagissez avec vos parents, vos enfants, vos collègues et surtout avec vous-même. La route vers la maîtrise de soi est longue, mais elle commence maintenant, avec cette simple décision de ne plus subir sa propre vie. Restez attentifs, car la méthode que nous allons dévoiler dans la suite est une arme redoutable contre le chaos du monde moderne. C'est le début de votre liberté. Nous avons parlé de cet espace mystérieux, cette fraction de seconde entre l'événement qui vous blesse et votre réaction. C'est ici que tout se joue. Mais soyons réalistes un instant. Quand le sang bout dans vos veines, quand votre cœur tape contre votre poitrine comme un marteau-piqueur, la philosophie semble bien loin. À ce moment-là, vous n'avez pas envie de citer Marc Aurèle, vous avez envie de hurler. C'est tout à fait normal. C'est biologique. Pour maîtriser la bête, il faut comprendre comment elle fonctionne. Il existe une règle fascinante en neurosciences que l'on pourrait appeler la règle des 60 secondes. C'est le cœur de notre méthode. Scientifiquement, une émotion pure, c'est-à-dire la réaction chimique dans votre corps, ne dure que très peu de temps. L'adrénaline, le cortisol, ces hormones du stress qui inondent votre système lorsqu'on vous coupe la route ou qu'on vous insulte, ont une durée de vie limitée. Elles traversent votre corps comme une vague, atteignent un pic, puis retombent. Ce cycle dure environ 90 secondes, parfois moins. Alors, pourquoi restons-nous en colère pendant des heures, voire des jours? La réponse est simple et terrifiante. Nous rechargeons la machine. Nous entretenons le feu. Une fois la première vague passée, votre cerveau prend le relais. Il commence à se raconter une histoire. Il n'avait pas le droit de me dire ça. C'est injuste. Je vais lui montrer qui je suis. Chaque fois que vous repensez à l'événement, chaque fois que vous ruminez la scène, vous relancez une dose de produits chimiques dans votre sang. Vous êtes coincé dans une boucle infernale que vous avez vous-même créée. Contrôler ses émotions en 1 minute, c'est donc d'abord une question de patience physique. C'est la capacité de fermer sa bouche et de ne rien faire pendant que la première vague chimique traverse votre corps. C'est accepter de brûler de l'intérieur pendant 60 secondes sans laisser la flamme sortir. Si vous parvenez à attendre cette simple minute sans réagir, sans envoyer ce SMS, sans crier, la clarté revient d'elle-même. C'est comme attendre que la boue retombe au fond d'un verre d'eau agité. L'eau redevient claire. Mais attendre ne suffit pas. Il faut occuper son esprit pendant cette minute critique. Sinon, les vieilles habitudes reviennent au galop.
C'est ici qu'intervient l'arme secrète des stoïciens, un outil mental d'une puissance redoutable qu'ils appellent la dichotomie du contrôle. Le nom peut sembler compliqué, mais le concept est d'une simplicité enfantine. Imaginez que vous tracez une ligne sur le sol. D'un côté, il y a les choses que vous pouvez contrôler. De l'autre, les choses que vous ne pouvez pas contrôler. La plupart de nos souffrances, de nos colères et de nos anxiétés viennent du fait que nous essayons désespérément de contrôler ce qui se trouve du mauvais côté de la ligne. Nous voulons contrôler ce que les gens pensent de nous. Nous voulons contrôler la météo, le trafic, l'économie ou le passé. Mais c'est impossible. C'est comme essayer d'empêcher le soleil de se coucher en lui criant dessus. C'est une perte d'énergie totale qui ne mène qu'à la frustration. Épictète, l'un des plus grands maîtres stoïciens, était un esclave avant de devenir philosophe. Il avait une jambe cassée par son maître et vivait dans la pauvreté. S'il y a bien quelqu'un qui avait des raisons d'être en colère contre l'injustice du monde, c'était lui. Pourtant, il a enseigné que la seule chose qui nous appartient vraiment, la seule chose qui est de notre côté de la ligne, c'est notre propre esprit, nos jugements, nos opinions, nos désirs et nos réactions. Tout le reste, le corps, la réputation, les actions des autres, ne nous appartient pas. Quand quelqu'un vous insulte, l'insulte est de son côté de la ligne. C'est son action, sa bouche, son problème. Votre réaction, elle, est de votre côté. Si vous vous mettez en colère, vous avez choisi de ramasser son problème et d'en faire le vôtre. Vous avez accepté le cadeau empoisonné. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, posez-vous cette unique question pendant votre minute de silence. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors lâchez prise. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie pure. Prenons l'image de l'archer, une métaphore chère aux stoïciens. Un archer peut choisir son arc, il peut s'entraîner pendant des années, il peut soigner sa posture, viser avec précision et relâcher la corde au moment parfait. Tout cela dépend de lui. Mais au moment précis où la flèche quitte la corde, ce n'est plus son problème. Une rafale de vent peut dévier la flèche, la cible peut bouger. Si l'archer attache son bonheur uniquement au fait de toucher la cible, il sera anxieux et malheureux, car le résultat final ne dépend pas entièrement de lui. En revanche, s'il attache son bonheur à la qualité de son tir, à sa technique, à ce qu'il a maîtrisé, alors il est invincible. Peu importe où atterrit la flèche, il a réussi car il a fait ce qu'il devait faire. Dans la vie, nous sommes tous des archers. Nous nous concentrons trop sur la cible, obtenir la promotion, se faire aimer, gagner le débat et pas assez sur notre tir, être honnête, travailler dur, rester calme. Appliquer cette distinction change radicalement votre rapport au monde. Vous arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Vous devenez un économiste de l'énergie mentale. Pourquoi dépenser une fortune émotionnelle pour quelque chose qui ne changera pas, peu importe combien vous criez? Imaginez un homme coincé dans les embouteillages. Il klaxonne, il tape sur son volant, sa tension monte, il gâche sa matinée. Est-ce que cela fait avancer les voitures plus vite? Absolument pas. L'embouteillage est un fait extérieur, hors de son contrôle. Sa colère est un choix intérieur, totalement sous son contrôle. Il se punit lui-même pour une situation créée par le monde. C'est de la folie, et pourtant nous le faisons tous les jours. La maîtrise émotionnelle commence par ce tri sélectif impitoyable. À chaque contrariété, visualisez cette ligne au sol. Jetez tout ce qui n'est pas à vous de l'autre côté. Vous sentirez un poids immense quitter vos épaules. C'est le poids de l'univers que vous essayez de porter tout seul. Ce processus demande de l'humilité. Il faut accepter que nous ne sommes pas les maîtres du monde. Nous ne sommes maîtres que de notre citadelle intérieure. Mais quelle puissance cela donne! Si vous ne liez plus votre paix intérieure à ce que les autres font ou disent, vous devenez intouchable. On peut vous critiquer. Cela ne vous atteint pas car l'opinion de l'autre ne dépend pas de vous. On peut être injuste envers vous. Vous ne sombrez pas dans la haine car l'injustice d'autrui est son fardeau, pas le vôtre. Vous devenez libre. La véritable liberté n'est pas de pouvoir faire tout ce qu'on veut, c'est de ne pas être esclave de ses passions et des circonstances extérieures. C'est une liberté que personne ne peut vous enlever, pas même un tyran, pas même la prison. Maintenant, vous comprenez le mécanisme. La minute de pause sert à laisser passer la vague chimique. Et durant cette minute, votre esprit doit faire le tri. Ceci est à moi, ceci n'est pas à moi. C'est la théorie. Mais comment faire cela concrètement quand on est face à quelqu'un qui nous hurle dessus? Comment garder ce calme olympien quand tout en nous crie à l'injustice? Il ne suffit pas de comprendre le concept, il faut des techniques de terrain, des outils d'urgence pour le monde réel.
C'est ce que nous allons voir. Nous allons transformer cette philosophie en une armure pratique que vous pourrez enfiler chaque matin avant d'affronter le monde. Préparez-vous, car nous allons descendre des nuages de la théorie pour entrer dans la boue de la réalité quotidienne. Nous avons maintenant une stratégie. Attendre 60 secondes pour laisser passer l'orage chimique et utiliser ce temps pour trier ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. C'est une base solide, mais pour beaucoup, cela reste un exercice intellectuel difficile à appliquer quand la réalité nous frappe au visage. Comment faire le tri quand on est submergé? Le secret réside dans une vérité fondamentale que les stoïciens répétaient sans cesse. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur ces événements. C'est une phrase que vous devez graver dans votre esprit. Imaginez que vous portez en permanence une paire de lunettes teintées. Si les verres sont rouges, tout le monde vous semblera rouge. Si les verres sont noirs, le monde sera sombre. L'événement extérieur est nôtre, c'est un fait brut, sans saveur ni couleur. C'est vous, et vous seul, qui décidez de coller une étiquette bon ou mauvais dessus. C'est cette étiquette qui déclenche l'émotion, pas l'événement lui-même. Prenons un exemple concret pour illustrer ce mécanisme invisible. Imaginez que vous êtes au volant et qu'une voiture vous coupe la route brutalement, vous obligeant à freiner d'urgence. Immédiatement, votre première pensée est « Quel idiot! Il m'a manqué de respect, il aurait pu me tuer. » Cette interprétation déclenche instantanément la colère, l'envie de klaxonner, voire de se battre. Maintenant, rembobinons la scène. La même voiture vous coupe la route de la même manière, mais cette fois, vous vous dites, peut-être que ce conducteur emmène sa femme enceinte à l'hôpital en urgence. Peut-être qu'il ne m'a vraiment pas vu car il est paniqué. L'événement physique est exactement le même, une voiture qui déboîte, mais votre émotion est radicalement différente. Au lieu de la rage, vous ressentez peut-être de la compassion ou du soulagement d'avoir évité l'accident. Qu'est-ce qui a changé? Uniquement l'histoire que vous vous êtes racontée. C'est la preuve absolue que vous êtes le maître de vos émotions, car vous êtes le scénariste de votre propre film. Cette technique s'appelle le recadrage cognitif, et c'est l'outil le plus puissant à utiliser durant votre minute de pause. Lorsque vous sentez une émotion négative monter, c'est le signal que vous êtes en train de vous raconter une histoire fausse ou inutilement dramatique. Le défi est de changer la narration en temps réel. Si votre patron critique votre travail, votre première réaction d'ego sera de vous sentir attaqué et humilié. Arrêtez-vous, respirez, changez l'histoire. Cette critique n'est pas une attaque contre ma personne, c'est une information sur comment améliorer mon travail. C'est une opportunité gratuite de devenir meilleur. Si vous perdez votre emploi, au lieu de voir la catastrophe, forcez-vous à voir le début d'un nouveau chapitre, l'occasion de faire enfin ce que vous aimiez, ou le moment de tester votre résilience. Ce n'est pas de l'optimisme béat ou naïf, c'est du pragmatisme. L'interprétation négative vous paralyse et vous rend amer. L'interprétation constructive vous donne de l'énergie pour avancer. Laquelle des deux est la plus intelligente? Laquelle vous sert le mieux? Mais parfois, le recadrage ne suffit pas. L'événement semble trop grave, trop lourd. Dans ce moment-là, il faut utiliser une autre technique, celle que l'on appelle la vue d'en haut. Nous souffrons souvent parce que nous sommes coincés dans notre petite bulle, le nez collé sur nos problèmes. Nous perdons toute notion d'échelle. Une remarque désagréable ou une tache de café sur une chemise peut nous gâcher la journée parce que, dans l'instant, c'est la seule chose qui existe pour nous. Notre ego prend toute la place. Pour briser cette illusion, il faut faire une barrière mentale. Durant votre minute de calme, fermez les yeux et imaginez-vous en train de monter dans le ciel. Voyez votre maison devenir toute petite, puis votre ville, votre pays, et enfin la terre entière, suspendue comme un point bleu pâle dans l'immensité noire de l'espace. De ce point de vue cosmique, regardez votre problème actuel. Regardez cette dispute, ce retard, cette frustration. À l'échelle de l'univers, à l'échelle de l'histoire humaine, quelle est l'importance réelle de cet incident? C'est moins qu'un grain de poussière. Pensez aux milliards d'êtres humains qui ont vécu avant vous, qui ont eu les mêmes problèmes, les mêmes peurs, et qui sont tous partis aujourd'hui. Leurs soucis qui leur semblaient vitaux ont disparu avec eux. Cela peut sembler vertigineux, voire déprimant pour certains, mais c'est en réalité incroyablement libérateur. Si rien n'a d'importance cosmique, alors pourquoi se rendre malade pour si peu? Pourquoi perdre sa paix intérieure pour quelque chose qui sera oublié dans une semaine, un mois ou 10 ans? Posez-vous ces questions magiques. Est-ce que cela aura de l'importance dans 5 ans?
Si la réponse est non, ne passez pas plus de 5 minutes à vous énerver à ce sujet. Cette perspective écrase l'ego et l'arrogance qui sont souvent à la source de nos colères. Nous nous mettons en colère parce que nous pensons que le monde devrait tourner autour de nous. La vue d'en haut nous rappelle humblement que nous ne sommes qu'une partie d'un grand tout. Utiliser ces outils demande de la pratique. Au début, vous le ferez après coup. Vous vous énerverez, et le soir, dans votre lit, vous vous direz « J'aurais dû recadrer la situation où j'ai manqué de perspective ». C'est un excellent début. Ne vous flagellez pas. Analysez simplement la scène comme un entraîneur analyse un match perdu. Refaites la scène dans votre tête, mais cette fois, imaginez-vous en train de réussir. Imaginez-vous en train d'appliquer le recadrage. Visualisez-vous calme et souriant face à l'adversité. Le cerveau ne fait pas bien la différence entre une visualisation intense et la réalité. En répétant ce scénario mentalement, vous créez de nouveaux chemins neuronaux. Vous préparez votre esprit pour la prochaine bataille. Petit à petit, le temps de réaction va diminuer. Un jour, vous attraperez l'émotion au vol juste avant qu'elle ne vous submerge. Vous sourirez intérieurement en voyant votre ego s'agiter et vous choisirez calmement une autre voie. Il y a cependant un piège subtil. Ces techniques fonctionnent à merveille pour réagir à des événements inattendus. Mais la vie est pleine de défis prévisibles. Nous savons que nous allons rencontrer des gens difficiles. Nous savons que nous allons échouer, tomber malade ou perdre des proches. Attendre que le drame arrive pour essayer de gérer ses émotions. C'est comme apprendre à nager au moment où le bateau coule. C'est risqué. Les stoïciens ne se contentaient pas de réagir, ils se préparaient. Ils avaient développé une forme de vaccin mental pour s'immuniser contre la souffrance avant même qu'elle n'arrive. C'est une méthode contre-intuitive qui peut faire peur au premier abord, car elle nous demande de regarder en face ce que nous préférons ignorer. Mais c'est cette méthode qui transforme un débutant en un véritable maître de soi. Nous avons vu comment gérer le feu quand il se déclare. Dans la prochaine partie, nous allons voir comment ignifuger votre esprit pour que le feu ne puisse même pas prendre. Nous allons parler de l'art de l'anticipation négative, non pas pour devenir pessimiste, mais pour devenir invincible. Vous allez découvrir comment transformer vos plus grandes peurs en vos plus grandes forces. Préparez-vous à entrer dans la partie la plus profonde de cette philosophie, celle qui a permis à des prisonniers de guerre de survivre à l'enfer et à des leaders de rester debout quand tout s'effondrait autour d'eux. Ce que nous allons aborder ensuite est le secret ultime de la résilience. Jusqu'à présent, nous avons appris à éteindre l'incendie une fois qu'il a commencé. Nous avons appris à faire une pause, à respirer et à recadrer la situation. C'est essentiel, c'est de la gestion de crise. Mais la véritable maîtrise, celle qui distingue l'amateur du professionnel, c'est d'empêcher l'incendie de se déclarer. Il existe une idée fausse très répandue dans le développement personnel moderne, cette tyrannie de la pensée positive. On vous répète sans cesse qu'il faut visualiser le succès, imaginer que tout va bien se passer et chasser toute pensée négative de votre esprit. Le problème avec cette approche, c'est qu'elle vous rend fragile. Si vous passez votre vie à vous dire que tout sera parfait, la moindre difficulté vous frappera avec une violence inouïe. Vous serez pris au dépourvu, choqué et donc submergé par l'émotion. L'optimisme naïf est une maison de paille face au loup de la réalité. Les stoïciens proposaient une approche radicalement opposée, une technique qui peut sembler sombre au premier abord mais qui est en réalité la clé d'une sérénité indestructible, la préméditation des mots ou préméditation malorum. Imaginez un pilote de ligne. Avant de prendre les commandes d'un avion rempli de passagers, il passe des centaines d'heures dans un simulateur de vol. Dans ce simulateur, il ne s'entraîne pas à voler par beau temps avec un ciel bleu. Non, il s'entraîne à gérer des pannes de moteur, des tempêtes violentes, des incendies à bord et des atterrissages forcés. Est-ce que cela fait de lui un pessimiste? Est-ce qu'il est déprimé parce qu'il visualise des catastrophes? Absolument pas. Au contraire, cela lui donne une confiance absolue. Il sait que si le pire arrive, il ne paniquera pas, car il a déjà vécu la situation dans sa tête 1000 fois. Il a déjà résolu le problème mentalement avant qu'il ne se produise physiquement. C'est exactement ce que vous devez faire avec votre vie. La préméditation des mots est votre simulateur de vol personnel. C'est l'art de visualiser les difficultés potentielles pour ne jamais être pris par surprise. Sénèque, l'un des hommes les plus riches et puissants de Rome, disait que l'effet de surprise est ce qui rend les choses insupportables. Un coup inattendu fait toujours plus mal qu'un coup qu'on a vu venir. Si vous savez qu'on va vous frapper, vous contractez vos muscles, vous préparez votre garde et le choc est absorbé. Si vous ne le savez pas,
Vous êtes Mikeo. Chaque matin, au lieu de vous dire aujourd'hui, tout le monde sera gentil avec moi, essayez l'approche de Marc Aurèle. Dites-vous, aujourd'hui, je vais probablement rencontrer un ingrat, un arrogant, un menteur ou un jaloux. Je vais peut-être faire face à un retard, à une erreur technique ou à une critique injuste. En faisant cela, vous vous vaccinez contre la déception. Si cela arrive, vous ne serez pas en colère. Vous vous direz simplement « Ah, te voilà, je t'attendais, je savais que tu viendrais ». Vous avez transformé une catastrophe émotionnelle potentielle en une simple confirmation de vos prévisions. Vous gardez le contrôle parce que vous aviez prévu le chaos. Mais cette technique a un deuxième effet encore plus puissant, presque magique. Elle guérit l'ingratitude. L'être humain a un défaut terrible, il s'habitue à tout. C'est ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Vous achetez une nouvelle voiture, vous êtes heureux pendant 2 semaines, et ensuite, elle devient juste la voiture. Vous rencontrez l'amour de votre vie, vous êtes sur un nuage, et quelques années plus tard, vous vous disputez pour la vaisselle sans même vous regarder. Nous arrêtons d'apprécier ce que nous avons parce que nous pensons que c'est acquis pour toujours. La visualisation négative vient briser cette illusion. Parfois, prenez un moment pour imaginer que vous avez tout perdu. Fermez les yeux et imaginez vraiment que votre maison a brûlé, que vous avez perdu votre emploi, ou pire, que la personne que vous aimez le plus au monde n'est plus là. Ressentez ce vide, cette perte immense. Puis, ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Votre maison est là. Votre travail est là. Votre partenaire est dans la pièce d'à côté. Tout à coup, une vague de gratitude immense vous envahit. Vous ne regardez plus votre vieille voiture comme une épave, mais comme un privilège qui vous permet de vous déplacer. Vous ne voyez plus les défauts de votre conjoint, vous voyez la chance inouïe de l'avoir encore à vos côtés aujourd'hui. En envisageant la perte, on réapprend à aimer la possession. C'est un paradoxe magnifique. Penser au pire nous permet de vivre le meilleur avec plus d'intensité. C'est le remède ultime contre l'ennui et l'insatisfaction chronique. Vous n'avez pas besoin de plus de choses pour être heureux. Vous avez juste besoin d'apprécier ce que vous avez déjà. Et pour cela, il faut réaliser que tout est éphémère. Certains diront que c'est une façon triste de vivre, de penser toujours au malheur. C'est tout l'inverse. L'anxiété, c'est la peur de l'inconnu, c'est le monstre caché dans le placard. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Quand vous visualisez le pire scénario, vous allumez la lumière dans le placard. Vous regardez le monstre en face et vous réalisez qu'il n'est pas si effrayant. Souvent, nos peurs sont vagues. J'ai peur d'échouer. Mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Visualisez l'échec. Imaginez que vous ratez votre présentation. Que se passe-t-il ensuite? On se moque de vous? Vous êtes viré? Vous devez trouver un autre travail? En déroulant le film jusqu'au bout, vous réalisez souvent que la situation est gérable. Vous vous dites, d'accord, ce serait désagréable, mais je survivrai. Je pourrais rebondir. Une fois que vous avez accepté le pire scénario possible, vous n'avez plus rien à craindre. L'anxiété disparaît pour laisser place à l'action. Vous devenez invincible parce que vous avez déjà accepté la défaite avant même de commencer à combattre. L'application de cette méthode est simple mais demande du courage. Avant une réunion importante, prenez une minute non pas pour vous gonfler d'orgueil, mais pour envisager les problèmes. Et si le projecteur ne marche pas? Et si le client est de mauvaise humeur? Préparez votre réponse mentale. Avant de partir en vacances, dites-vous, il est possible qu'on perde mes bagages ou qu'il pleuve toute la semaine. Si cela arrive, vous ne gâcherez pas vos vacances à hurler contre la compagnie aérienne, vous achèterez un t-shirt et irez à la plage sous la pluie en riant, car vous étiez prêt. Et si cela n'arrive pas, si vos bagages sont là et qu'il fait beau, alors c'est un bonus. C'est un cadeau du destin que vous savourez 2 fois plus. C'est une stratégie gagnant-gagnant. Soit vous êtes préparé, soit vous êtes agréablement surpris. Dans les 2 cas, vos émotions restent stables. Nous avons maintenant une boîte à outils complète. Nous savons faire une pause pour laisser passer l'adrénaline. Nous savons distinguer ce qui dépend de nous. Nous savons recadrer nos jugements. Et nous savons anticiper les coups durs pour ne pas être surpris. Vous êtes désormais capable de traverser la vie non pas comme une feuille morte emportée par le vent, mais comme un navire solide capable d'affronter la tempête. Cependant, il reste une dernière étape, le sommet de la montagne. Jusqu'ici, nous avons parlé de supporter, d'accepter, de gérer. Mais les plus grands sages vont plus loin. Ils ne se contentent pas de tolérer ce qui leur arrive. Ils aiment ce qui leur arrive.
C'est un concept qui dépasse la résilience, un concept qui transforme chaque obstacle en carburant. C'est ce que Nietzsche appelait amor fati, l'amour du destin. Dans la dernière partie de cette série, nous allons découvrir comment non seulement contrôler vos émotions, mais comment utiliser tout ce qui vous arrive, le bon comme le mauvais, pour devenir plus fort, plus grand et plus complet. Préparez-vous pour la conclusion de votre transformation. Imaginez un feu rugissant, un brasier immense et puissant. Si vous jetez un petit morceau de bois dans ce feu, que se passe-t-il? Est-ce que le feu s'éteint? Est-ce qu'il se plaint? Non. Le feu engloutit le bois. Il le consomme. Et, instantanément, le feu devient plus grand, plus chaud et plus lumineux. Le bois qui devait l'étouffer devient sa nourriture. Maintenant, comparez cela à une petite bougie. Le moindre coup de vent, la moindre brise inattendue, et la flamme s'éteint, laissant place à l'obscurité. C'est la métaphore ultime que Marc Aurèle a laissée pour nous. La plupart des gens sont des bougies. Le moindre événement imprévu, la moindre critique, le moindre échec les éteint. Ils perdent leur motivation, leur joie et leur calme. Mais votre objectif, après avoir suivi ce voyage, n'est pas d'être une bougie. Votre objectif est d'être le feu. C'est ici que nous atteignons le sommet de la montagne stoïcienne, un concept qui dépasse la simple gestion des émotions pour toucher à l'art de vivre suprême. Amor fati. Amor fati est une expression latine qui signifie l'amour du destin. Ce n'est pas seulement accepter ce qui arrive, comme on accepterait une punition ou une fatalité. C'est aimer ce qui arrive. C'est une idée radicale, presque choquante. Comment peut-on aimer un accident, une maladie, une rupture ou un échec cuisant? Cela semble contre nature. Pourtant, c'est le secret de ceux qui sont véritablement invincibles. Comprenez bien la nuance, la résignation. C'est dire je n'ai pas le choix, je dois supporter ça. L'amor fati, c'est dire c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est l'alchimie mentale qui transforme le plomb de la souffrance en l'or de l'expérience. C'est la conviction inébranlable que tout ce qui vous arrive, absolument tout, est un ingrédient nécessaire à votre propre histoire. Regardez votre propre passé. Pensez à un moment difficile que vous avez traversé il y a quelques années. Peut-être une rupture douloureuse, un licenciement ou une période de solitude. Sur le moment, c'était terrible. Vous avez peut-être pleuré, crié, pensé que c'était la fin du monde. Mais aujourd'hui, avec le recul, n'avez-vous pas appris quelque chose de fondamental grâce à cette épreuve? Peut-être que cette rupture vous a poussé à vous remettre au sport, à mieux vous connaître et finalement à rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Peut-être que ce licenciement vous a forcé à lancer ce projet qui vous tenait à cœur mais que vous n'osiez pas démarrer. Sans l'épreuve, il n'y aurait pas eu la croissance. Si vous pouviez remonter le temps, vous ne devriez pas effacer ces moments difficiles, car ils ont sculpté la personne que vous êtes aujourd'hui. Amor fati, c'est avoir cette sagesse en temps réel. C'est ne pas attendre 10 ans pour comprendre la leçon, mais se dire immédiatement, au cœur de la tempête, « Ceci est pour mon bien. Ceci est le chemin. » L'histoire célèbre de Thomas Edison illustre parfaitement cet état d'esprit. À l'âge de 67 ans, son laboratoire, qui contenait le travail de toute sa vie, a pris feu. Les produits chimiques ont alimenté des flammes immenses. Tout partait en fumée. Ses prototypes, ses notes, ses inventions. Edison est arrivé sur les lieux, il a regardé le désastre et il s'est tourné vers son fils pour lui dire « Va chercher ta mère et ses amis. Elles ne verront plus jamais un feu pareil de toute leur vie. » Il n'a pas pleuré. Il n'a pas hurlé à l'injustice divine. Il a admiré le spectacle. Le lendemain, il commençait à reconstruire. C'est cela, être le feu. L'événement est terrible, mais votre capacité à l'utiliser est plus grande encore. L'obstacle ne bloque pas le chemin, l'obstacle devient le chemin. Chaque difficulté est une opportunité de pratiquer une vertu. Un collègue agaçant est une opportunité de pratiquer la patience. Une perte financière est une opportunité de pratiquer la sobriété et l'ingéniosité. Un échec est une opportunité de pratiquer la persévérance. Alors, comment appliquer tout cela concrètement dans cette fameuse minute? Récapitulons notre protocole complet. C'est votre nouvelle arme secrète à dégainer dès que la tension monte. Seconde 0 à 5, le choc. Quelque chose arrive. Vous sentez la chaleur monter. C'est le signal d'alarme. Stop. Ne faites rien. Ne dites rien. Bloquez vos réactions physiques. Seconde 5 à 30, la respiration et le tri. Respirez profondément pour calmer le cœur. Posez-vous la question fatidique. Est-ce que cela dépend de moi?
Si c'est non, et c'est souvent non, visualisez-vous en train de jeter ce problème de l'autre côté de la ligne. Seconde 30 à 50, le recadrage. Changez l'histoire. Il ne m'insulte pas, il montre sa propre douleur. Prenez de la hauteur, regardez la terre vue du ciel. Ce problème est minuscule. Seconde 50 à 60, la mort fatigue. C'est le coup de grâce. Souriez intérieurement et dites-vous « Merci. Merci pour ce défi. C'est l'entraînement dont j'avais besoin aujourd'hui pour devenir meilleur. » Et maintenant, agissez. Répondez avec calme, dignité et force. En appliquant cette méthode, vous changez radicalement de paradigme. Vous ne subissez plus la vie, vous jouez avec elle. Le monde cesse d'être une vallée de larmes pour devenir un gymnase. Les poids lourds ne sont pas là pour vous écraser, ils sont là pour vous muscler. Si vous allez à la salle de sport et que les haltères sont légers, vous vous plaignez parce que vous perdez votre temps. Alors pourquoi vous plaignez-vous quand la vie vous donne des poids lourds à soulever? C'est le signe que la vie vous respecte assez pour vous donner un entraînement de champion. Cessez de demander une vie facile. Demandez la force de supporter une vie difficile. C'est là que réside la véritable fierté. Ce voyage vers la maîtrise de soi ne se termine pas à la fin de cette vidéo. En réalité, il ne fait que commencer. Vous allez échouer. Demain, vous allez peut-être vous énerver pour une broutille. La semaine prochaine, vous oublierez de faire votre pause. Ce n'est pas grave. Le stoïcisme n'est pas un état de perfection. C'est un idéal vers lequel on marche. L'important est de revenir sur le chemin encore et encore. Chaque fois que vous rattrapez une colère au vol, chaque fois que vous transformez une frustration en sourire, vous gagnez une victoire invisible mais capitale. Vous sculptez votre caractère. Et votre caractère, c'est votre destin. Nous vivons dans un monde de plus en plus bruyant, hystérique et réactif. Regardez autour de vous. Les gens s'indignent pour tout, se battent pour des opinions, vivent dans l'angoisse du lendemain. Au milieu de ce chaos, devenir une personne qui se maîtrise est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. C'est devenir un phare dans la tempête. Les gens le sentiront. Vos enfants, votre partenaire, vos collègues sentiront cette force tranquille émaner de vous. Vous ne serez plus celui qui rajoute du bruit au bruit, mais celui qui ramène le silence et la clarté. Vous ne serez plus esclave de vos émotions, vous en serez le maître. N'oubliez jamais, vous possédez la citadelle intérieure. Les murs sont hauts, les portes sont solides. Rien ne peut entrer sans votre permission. Ni les insultes, ni les mauvaises nouvelles, ni les déceptions. Vous êtes le gardien des clés. À partir d'aujourd'hui, faites attention à qui vous laissez entrer. Prenez 7 minutes. Juste une minute. Elle peut sauver votre journée, elle peut sauver vos relations. Et mise bout à bout, elle sauvera votre vie. Le feu est allumé. À vous de l'entretenir. Merci d'avoir suivi ce documentaire. Maintenant, éteignez cet écran et allez affronter le monde, non pas comme une victime, mais comme un guerrier stoïcien.